Bien que les Alliés détestaient les mitrailleuses allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale pour leur cadence de tir incroyablement élevée, les Allemands, de leur côté, haïssaient la puissance incroyable de la M2 Browning et de sa cartouche 50 BMG. Après tout, elle n'avait pas reçu des surnoms comme hachoir à viande et croûte pour rien. Mais l'histoire réelle est en fait beaucoup plus sombre et, comme vous pouvez l'imaginer, après avoir été touché par un tel projectile, plus macabre. Ok, remontons maintenant pour expliquer pourquoi et comment ce qui deviendrait la M2 a été créé. Pendant la Première Guerre mondiale, on a réalisé à quel point les mitrailleuses efficaces étaient importantes. Mais à cette époque, les mitrailleuses tiraient les mêmes munitions que les fusils d'infanterie. Et avec l'émergence de nouvelles merveilles du champ de bataille, comme les premiers avions blindés et les chars, elles ont montré le besoin de quelque chose avec un punch plus lourd. Ainsi, le général John Pershing a spécifiquement demandé une nouvelle mitrailleuse capable de détruire ces choses beaucoup plus efficacement que les mitrailleuses de calibre 30 qu'ils avaient. Cette demande a été confiée à John Browning, le concepteur d'armes le plus célèbre d'Amérique. Il a reçu les exigences pour créer une nouvelle mitrailleuse qui tirerait un projectile d'un demi-pouce à une vélocité supérieure à 2700 pieds par seconde, ce qui représentait un bond significatif par rapport à tout ce qu'il avait conçu auparavant. Il a alors pris sa déjà fiable mitrailleuse 1917 de calibre 30 refroidie à l'eau et l'a essentiellement agrandie pour tirer une nouvelle cartouche beaucoup plus grande. Cette nouvelle cartouche était aussi une version agrandie de la 30 à 06, avec une demande spécifique pour qu'elle soit sans bourrelet pour une alimentation plus fluide et avec une certaine inspiration du cartouche de fusil anti-char allemand capturé de 13 2 mm. Elle est devenue la 50 BMG ou 12 7x4 19 mm. Ils ne le savaient pas à l'époque, mais ils avaient créé l'une des cartouches les plus efficaces qui allait bientôt avoir beaucoup d'usage sur le champ de bataille. Après quelques allers-retours, le premier prototype était prêt pour les tests et est bientôt entré en production sous le nom de 1920 et 1, une mitrailleuse lourde refroidie à l'eau destinée principalement à un usage anti-aérien. Elle a ensuite été testée pour voir où else elle pouvait être utilisée. Et au début, ça ne s'annonçait pas très prometteur. Les fantassins ne pouvaient pas la manipuler car elle était trop lourde à porter. Pesant environ 120 livres dans la version refroidie à l'eau ou 84 livres pour le modèle plus léger refroidi à l'air, avec le trépied ajoutant encore 44 livres. Donc, une installation complète au sol variant entre 130 et 170 livres, plus toutes les munitions pour elle, qui n'étaient pas légères, non plus n'annonçaient pas un avenir prometteur. Sans mentionner qu'elle avait un recul substantiel rendant difficile de tirer avec précision. Les petits avions de l'époque ne pouvaient pas non plus en faire grand usage. Et pour une utilisation sur véhicules montés dans de petites tourelles précoces, c'était aussi problématique car elles ne pouvaient être alimentées que du côté gauche. Donc au début, la seule utilisation réelle était comme canon anti-aérien côtier, mais personne ne pouvait imaginer à quel point tout allait bientôt changer. John Browning est décédé en 1926, mais le développement a continué et son design a été affiné. Les pièces internes ont été modifiées pour que l'alimentation puisse être rapidement commutée entre alimentation gauche ou droite en changeant le couvercle supérieur. Et un récepteur universel a été développé sur lequel pouvait être monté soit un canon refroidi à l'eau avec sa chemise, un canon lourd refroidi à l'air ou un canon léger refroidi à l'air pour usage aérien. Ce concept commençait maintenant à sembler prometteur, et avec d'autres petites améliorations, l'arme a reçu la désignation M2 Browning Machine Gun. Pendant cette période, d'autres nations s'étaient tournées vers des armes plus lourdes, comme des canons de 20 ou 30 mm. Mais les Américains croyaient que la haute vélocité et l'adaptabilité du calibre 50 le rendraient encore efficace. Donc, elle est restée en production. Et à quel point elle serait efficace allait maintenant être découvert alors qu'un nouveau conflit mondial commençait.
Et l'AM-2 s'est transformée en la légendaire Madus, 50 caliber, ou simplement 50 comme les soldats allaient bientôt l'appeler. Madus, si vous ne le saviez pas, était formé des mots mother et dus, signifiant deux, quelque chose comme mère des mitrailleuses. Et il s'est avéré être assez proche de ça. Maintenant, alors que la Seconde Guerre mondiale éclatait, les États-Unis avaient déjà des M2 en service dans de multiples rôles. Canons fixes sur avions, canons anti-aériens montés sur navires, bombardiers ou véhicules, et bien sûr sur trépieds pour usage d'infanterie. Efficaces contre presque tout ce qu'ils pourraient rencontrer sur le champ de bataille. Au début, l'usage principal était sur avions avec des canons plus légers et une cadence de tir augmentée d'environ 500 à environ 1200 coups par minute. Souvenez-vous, c'est presque la même cadence de tir que la MG-42 allemande, bien qu'elle soit destinée seulement à de courtes rafales et augmentée autant parce que sur avion ou usage anti-aérien, vous n'aviez qu'une courte fenêtre avant que vos cibles ne sortent de vue. Et dans certaines configurations, l'AM-2 atteignait vraiment des niveaux absurdes. Comme par exemple, vous avez tous entendu parler du bombardier BDX-7 Flying Fortress qui utilisait des M2 pour la protection contre les intercepteurs ennemis. Dans le modèle G, il en portait jusqu'à 13 montés en configuration jumelée dans diverses tourelles. Le chasseur bombardier P-47 Thunderbolt en avait 8, 4 dans chaque aile. Tandis que le Douglas Having-6 Invader portait cela à un autre niveau avec, écoutez ça, jusqu'à 18 M2, en montant 8 dans le nez, 4 dans chaque aile et 2 dans la tourelle. L'AM-2 s'est immédiatement révélé être une amélioration significative par rapport aux mitrailleuses plus légères de calibre 30 au début de la guerre et avait cet équilibre ini entre cadence de tir et puissance par projectile. Plus que suffisant pour abattre un chasseur ou bombardier ennemi. Elle pouvait facilement traverser des blocs moteurs, surtout avec des munitions perforantes. Et quand vous en avez plusieurs qui tirent en même temps, c'est dangereux pour n'importe quoi sur le champ de bataille. Les avions de chasse américains mitraillaient des locomotives, des véhicules blindés, et même des chars avec grande efficacité, puisque le blindage de toit était toujours plus fin. Très vite dans la guerre, la variante à canon lourd est devenue un must-have sur presque tous les chars et véhicules et partout ailleurs où ils pouvaient la monter. Déjà en 1945, des millions de M2 avaient été produites, en faisant la mitrailleuse la plus produite de tous les temps. Et les Allemands étaient frustrés que les mitrailleuses lourdes américaines soient simplement partout sur le champ de bataille. Cela rendait aussi chaque attaque d'avion volant bas ou de bombardier en piqué, comme le Stuka, beaucoup plus risqué, parce que presque chaque Jeep, half-track et char avait une 50. C'est pourquoi sur les chars, l'AM-2 était montée à l'arrière de la tourelle et opérée par un soldat debout sur le pont moteur. De cette façon, elle pouvait tirer vers le haut en cas d'attaque aérienne, bien que le tireur soit dehors de la relative sécurité de son char. Avant d'entrer dans le combat, voici une explication au cas où vous vous seriez demandé pourquoi le canon de Browning recule après le tir. L'AM-2 fonctionne sur le principe du recul court, où le canon et le verrou commencent verrouillés ensemble et se déplacent vers l'arrière comme une unité après le tir. Cela garde l'étui de cartouche soutenu pendant que la pression de chambre est encore élevée pour qu'il ne rupture pas quand l'extraction commence. Après avoir voyagé vers l'arrière d'environ 10 mm, le canon s'arrête et le verrou continue vers l'arrière seul, extrayant et éjectant l'étui vide. En se déplaçant, il comprime le ressort de recul qui pousse le verrou vers l'avant à nouveau, extrayant une nouvelle cartouche de la bande désintégrable. La chambre étire à nouveau, répétant le processus tant que la gâchette est pressée. Maintenant, parlons de comment les Allemands les voyaient et pourquoi ils haïssaient les 50 pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente est que les Américains commençaient à compter de plus en plus sur une puissance de feu écrasante comme tactique principale, et les Allemands, bien sûr, en étaient terrifiés. Les Américains ne souffraient jamais d'un manque de munitions comme les Allemands, et il semblait que n'importe quoi avec des roues ou des ailes sur le champ de bataille avait au moins une mitrailleuse lourde.
Être tiré par des 50 cal n'est nulle part près du même que des projectiles de plus petit calibre, et il surpasse significativement en portée les mitrailleuses plus légères. Regardez juste la différence entre la cartouche 8 mm Mauser que la MG42 tirait et la 50 calibre à côté. La 50 délivre entre 5 et 10 fois plus d'énergie que toutes les autres armes utilisées par l'infanterie. Donc, si vous combattiez d'une maison, par exemple, des murs en béton ou en briques ne vous protégeaient plus car les projectiles passeraient à travers le mur et vous tueraient. Ou si pas avec le premier projectile, une rafale plus longue concentrée sur un spot ferait s'effondrer toute la section de mur ou déchiqueter votre bunker de sacs de sable. Même des chars mieux blindés, comme le Panzer IV, quand touchés par du feu lourd de 50 calibre, pouvaient laisser passer quelques projectiles, surtout du côté ou de l'arrière, ou avoir leurs optiques et chenilles endommagées ou tourelles bloquées. Les chars japonais légèrement blindés dans le Pacifique, par exemple, étaient mis hors combat par les 50 facilement, surtout quand ils venaient en charge banzai, ce qui arrivait à de multiples occasions. Surprenant les tankistes américains qui ouvraient le feu sur eux avec tout ce qu'ils avaient. Il y a aussi une chose controversée à propos de la 50 en Seconde Guerre mondiale, et c'est le mythe qu'elle aurait été interdite par les conventions de Genève à cause de son effet dévastateur sur le corps humain. C'était un mythe, mais l'effet sur le corps n'était pas exagéré. Basically, si vous êtes touché par une 50 n'importe où sur le corps, vous allez soit perdre cette partie si survivre sans elle est possible, soit vous allez mourir. Et de nombreux soldats allemands ont été assez malheureux pour en être témoins. Quand l'énergie de la 50 BMG se transférait à un corps humain, cela créait un effet si macabre que nous ne pouvons même pas le décrire ici à cause de YouTube. Mais je suis sûr que vous comprenez l'idée. Si elle peut faire ça à un mur ou une pastèque, imaginez ce qu'elle fait à un corps humain. Donc, maintenant vous comprenez la préoccupation des soldats allemands à ce sujet. Ils ont adapté leur tactique pour contrer les positions de mitrailleuses lourdes américaines, passant d'assaut direct à les éliminer avec des snipers, chars ou feu indirect avec mortier et artillerie. Et pour ajouter à cela, les Allemands n'avaient jamais rien de tel. Leur mitrailleuse lourde de la guerre était la MG42 ou la MG34 quand montée sur le trépied Lafette, qui était considérée comme la configuration de mitrailleuse lourde. Et bien que le trépied Lafette soit vraiment ingénieux et donne aux mitrailleuses allemandes une extrême précision et une plus grande portée, la cartouche 8 mm Mauser qu'elle tirait n'avait nulle part près du punch de la 50 BMG. La chose la plus proche de l'AM2 que les Allemands avaient était leur mitrailleuse lourde de 13 mm, mais elle était utilisée seulement sur avions de chasse. Les Allemands ont planifié d'utiliser des M2 capturés montés sur U-boats comme armes antiaériennes quand ils devaient faire surface pour charger les batteries. Et ils ont même produit des copies de cartouches 50 BMG pour cet usage, ce qui montre qu'ils la respectaient, bien que l'usage réel n'ait eu lieu que dans de rares cas. Maintenant, avant d'entrer dans quelques modifications terrifiantes de la mitrailleuse M2, jetons un œil aux différents types de projectiles qu'elle tire. Le standard était Ball Full Metal Jacket, avec une force destructrice sérieuse, bien sûr, mais il y a aussi des variantes exotiques spécialisées la rendant encore plus efficace. D'abord, nous avons plusieurs versions de projectiles perforants qui pouvaient pénétrer environ 1 pouce d'acier trempé. Puis, nous avons des projectiles incendiaires conçus pour allumer du matériel inflammable, ce qui est assez efficace quand vous tirez sur des avions ennemis, par exemple. Donc en plus de son carburant qui fuit sur impact, il pouvait aussi être facilement allumé. Il y a des perforants incendiaires combinant les deux fonctions des deux projectiles précédemment mentionnés. Perforant incendiaire traceur, comme le nom le suggère, ajoute un élément traceur pour repérer les impacts, ce qui est encore utile pour le tir anti-aérien ou pour ajuster votre feu à plus longue portée, car vous verriez où les projectiles atterrissent parce que la 50 BMG, les projectiles sont efficaces même à plus longue portée de plus de 2 km. Les bandes pour M2 sont habituellement chargées avec une combinaison de projectiles avec un traceur tous les 5 projectiles pour usage standard au sol, tandis que les avions chargeraient une combinaison de perforants
incendiaires et traceurs pour combats aériens ou attaques au sol, selon le job pour lequel ils en avaient besoin. Après la Seconde Guerre mondiale, quelques projectiles fancy intéressants ont été développés, comme le Raufoss Multipurpose Round. Celui-ci combinait tout en une cartouche avec un noyau perforant en tungstène, plus une petite charge explosive et incendiaire qui crée aussi de la fragmentation. Il se comporte comme un obus de canon de 20 mm, mais dans un package 50 BMG. Puis il y a le SLAP, Short for Saboted Light Armor Penetrator, qui fonctionne similairement à des projectiles perforants à sabots beaucoup plus grands que les chars-tirs. Il a un pénétrateur subcalibre petit fait de matériaux très denses, habituellement tungstène, et a une bien meilleure pénétration de blindage, tout en étant assez efficace contre véhicules légèrement blindés ou hélicoptères. Cependant, ceux-ci sont habituellement utilisés dans des fusils de sniper, car ce n'est pas un projectile bon marché à tirer en full auto. Oh, et ya! Tandis que nous mentions fusil de sniper, la cartouche 50 BMG a tellement impressionné l'armée américaine qu'ils ont construit un fusil de sniper autour d'elle. L'exemple le plus célèbre est Carlos Adcock, le sniper légendaire de la guerre du Vietnam, qui a expérimenté avec une mitrailleuse M2 en montant une lunette télescopique dessus pour engager des cibles avec des tirs simples à longue portée, où les fusils de sniper de plus petit calibre standard n'étaient pas si efficaces. Il a même scoré des kills confirmés de cette façon avec une M2 scopée. Cela a inspiré et plus tard mené à la création de la M82 Barrett, le soi-disant fusil de sniper antimatériel chambré en 50 BMG qui est devenu célèbre dans l'armée américaine. Cette vidéo sur la 50 ne serait pas complète sans quelque chose appelé le Quad 50. Quand une mitrailleuse lourde n'est pas assez, eh bien, vous en prenez juste 4 et les montez sur une seule plateforme et la pointez sur n'importe quoi que vous souhaitez voir cesser d'exister. C'est le M45 Maxon Quad Mount. Originalement créée pour la défense mobile contre avions volant bas, la 50 BMG était bonne pour abattre les avions, mais le problème était sa faible cadence de tir et la courte fenêtre que le tireur avait pour toucher une cible rapide. Donc, elle a été multipliée par 4, et maintenant environ 40 projectiles étaient tirés chaque seconde. Les Allemands avaient un concept similaire, mais encore plus puissant, avec leur canon anti-aérien quad 20 mm, mais c'était un système beaucoup plus lourd spécifiquement pour rôle anti-aérien, tandis que le quad 50 était beaucoup plus simple et versatile. La tourelle opérée électriquement pouvait rapidement la traverser tout autour et jusqu'à 90 degrés vers le haut pour rapidement mettre une cible en vue. Elle pouvait être positionnée au sol sur elle-même ou montée sur véhicule. Et il n'a pas fallu longtemps avant que quelqu'un tourne le quad 50 sur des cibles au sol, surtout plus tard dans la guerre quand les Alliés ont gagné la suprématie aérienne, donc ils n'avaient pas à s'inquiéter beaucoup de la Luftwaffe. Ils étaient utilisés pour support d'infanterie aussi, et l'effet de 4,50 tirant sur un seul spot est juste dévastateur. Ce quad 50 a vécu même après la guerre, et a vu le combat dans les guerres de Corée et du Vietnam aussi. Il a même été créativement monté sur camion pour protéger des convois d'embuscade. Quant aux tireurs de 50 calibre de la Seconde Guerre mondiale à ce jour, ils ont une sérieuse firepower dans leurs mains. Mais cela venait avec le coup que l'ennemi ferait n'importe quoi pour s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, ils attiraient assez rapidement l'attention de leurs opponents avec leur son de tir distinctif, fumée et flash de bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais pour trop longtemps, les tireurs de 50 calibre plutôt sur véhicules et chars n'avaient pas de bouclier pour les protéger du feu d'armes légères ennemies. Ils ont été standardisés bien plus tard dans la guerre du Vietnam. Et même les Humvees dans des guerres plus modernes n'avaient pas de bouclier jusqu'à ce que des pertes horribles de snipers ou combats urbains arrivent. Quand ils ont commencé à faire des tourelles et plus tard introduit des stations d'armes remote comme Cross qui ont résolu ce problème. Maintenant,
Au lieu de sortir la tête et le haut du corps pour tirer la mitrailleuse, le tireur tire avec joystick et caméra de la sécurité de son véhicule et utilise de la tech avancée comme un télémètre laser, vision nocturne, vue thermique, et ainsi de suite. Ils sont même faits pour travailler non juste avec des 50, mais aussi d'autres mitrailleuses ou lance-grenades automatiques. Quant à la M2 Browning, c'est fascinant à quel point elle est allée loin d'une arme qui ne semblait pas si prometteuse au début. Si loin, en fait, qu'elle est encore très utilisée à ce jour, avec seulement des changements mineurs et améliorations, et le même design core d'il y a plus d'un siècle. Le changement récent le plus visible était la configuration M2 Sound, avec un système de changement de canon amélioré, suppresseur de flash et une sécurité manuelle. Mais à part ça, c'est plus ou moins la même arme. J'ai dit ça à propos de la MG42, à quel point c'est fascinant qu'un design si vieux soit encore utilisé aujourd'hui dans une version modernisée. Mais quand j'ai fait la recherche pour Madus, j'ai réalisé qu'elle est encore plus vieille, littéralement venant de la Première Guerre mondiale. Et elle reste encore une plateforme et un calibre très utile sans retraite à l'horizon pour les deux.